par la première table ronde, donc collectivité face à l'urgence climatique, état des lieux et défis. Et donc pour explorer un peu cette question, je voulais remercier tous les intervenants qui sont autour de la table, à commencer par toi, Lionel Cos. Je te présente à nouveau, même si dans la salle, je crois que tout le monde te connaît. Tu es député de la 2e circonscription des Landes depuis 2017. Tu as notamment présidé le Conseil national de l'habitat et piloté des sujets majeurs comme la lutte contre l'artificialisation des sols et l'adaptation au changement climatique. Merci encore une fois d'organiser cet événement avec nous, Lionel. Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, bonjour. Marjolaine Meunier-Millefert, ancienne députée et présidente de l'Alliance HQE, bonjour. Baptiste Périssin-Faber, directeur délégué de l'ADEME. Gisèle Rosamignot, directrice exécutive en charge du réseau de la Banque des Territoires. Et Jean-François Vigier, je vous vois un peu, maire de Bure-sur-Yvette et vice-président de l'Association des maires de France. Lionel Cos, pour ouvrir le débat, quels sont aujourd'hui, selon toi, les grands enjeux pour les territoires en matière d'adaptation et d'atténuation, assez rapidement, puisque c'est vrai qu'Agnès Pannier-Runacher en a dévoilé déjà pas mal. Très heureux de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale, le lieu du débat et je dirais le lieu des Françaises et des Français. Donc c'est bien que ce débat se tienne ici. Donc tout d'abord, merci à Stéphanie d'avoir pensé à l'Assemblée nationale pour organiser cette belle rencontre et cette belle après-midi de débat et d'échange sur un sujet majeur, un sujet effectivement sur lequel nous sommes fortement mobilisés depuis de nombreuses années. Moi je suis député depuis 2017. Avant, j'étais maire, j'ai eu des mandats locaux et je veux dire, quel que soit le mandat sur lequel je suis passé, à chaque fois, nous étions confrontés à des événements, je dirais, majeurs, climatiques. Moi, je suis député des Landes, 2e circonscription des Landes. Et donc, certains qui connaissent peut-être ce département savent que régulièrement, nous sommes confrontés à des tempêtes qui, bien sûr, au-delà d'avoir un impact important sur la forêt landaise, qui est une forêt majeure, plus grande forêt d'Europe, a aussi un impact sur le littoral. Ce que disait effectivement Agnès Pannier-Runacher, la ministre, les enjeux, je dirais, globaux, il faut avoir une vision globale. Et c'est vrai que dans le mandat précédent avec Marjolaine, et puis Jean-Charles aussi là-bas dans la salle, nous sommes quelques députés de la période 2017-2022, j'avais eu la chance de porter dans la loi climat et résilience des chapitres importants. Un chapitre sur la sobriété foncière, les sols, parce que le sol c'est le nerf de la guerre, c'est la base, bien sûr avec les océans qui sont en débat aujourd'hui à Nice, et c'est la raison pour laquelle la ministre ne peut pas être là avec nous, on peut la comprendre. Et les sols sont aussi un enjeu important pour les décennies à venir. Ça a toujours été dans l'histoire, mais ça le sera encore plus pour les années à venir. Donc j'avais porté ce chapitre-là et aussi le chapitre de la boîte à outils pour la gestion du recul du trait de côte qui permet aux élus locaux maintenant de pouvoir anticiper, préparer leur stratégie locale, cette stratégie à laquelle a fait référence aussi la ministre, qui est portée par la stratégie nationale du recul du trait de côte, avec le fait d'identifier le recul sur des périodes 0-30 ans, 30-100 ans, et de pouvoir avoir des outils d'information, des outils de préemption du foncier, voilà, tout ce qui peut être mis à disposition des élus locaux. Et juste pour terminer, pour laisser la parole aux autres, parce que je vois que le timing est rattrapé, je reviendrai plus tard, mais pour dire ce qui a été dit aussi par Philippe, je trouve majeur, je l'ai redit ce matin sur une autre conférence où je suis intervenu, les territoires, chaque territoire est différent. Si je vous ai parlé un petit peu du mien, c'est parce que sur les vôtres, il se passe d'autres choses, peut-être différentes, et donc si on n'a pas cette vision territoriale, bien sûr il faut avoir une stratégie globale, mais une vision territoriale pour pouvoir avancer, faire en sorte que l'objectif c'est quoi? C'est qu'on puisse vivre sur nos territoires sans danger, le moins possible en tout cas. Voilà, merci. Merci Lionel. Jean-François, en tant que représentant des maires, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux et quels sont concrètement les défis auxquels sont confrontés en fait, les villes et les collectivités? Bonjour à tous, donc Jean-François. Et à ce titre, je co-préside la commission transition écologique à l'association. D'abord, je veux dire aujourd'hui que je suis convaincu que je vis le premier mandat à l'issue duquel on va me demander des comptes. Mes concitoyens me demanderont des comptes sur ce que j'ai fait ou pas fait en matière de transition écologique. J'en suis absolument convaincu. Et je peux vous donner 2 exemples très concrets. Le premier concerne justement l'atténuation. Et je termine mon 3e mandat de maire. Jamais pendant les 2 premiers mandats, des parents sont venus me voir pour se plaindre de la chaleur dans les classes entre le 15 mai et le 30 septembre. Jamais. Là, c'est tous les ans que j'ai des demandes de postes de climatiseurs dans les classes. Le 2e exemple, il concerne l'adaptation.
ma ville, en vallée de Chevreuse, a subi des inondations très importantes, vous le savez, en octobre dernier, qui elles-mêmes faisaient suite à des inondations qu'il y avait eu en 2016, avec plus d'1 mètre d'eau dans les rues, et là, 1,50 m d'eau dans les rues, et dans les villes voisines, des dizaines de maisons inondées. Et lorsque, comme en 2016, quand l'eau s'est retirée, j'ai fait une réunion avec les habitants, avec le syndicat des eaux, pour écouter les gens, envisager les aides, l'assurabilité, bref, toutes ces questions-là de sortie de crise, il y avait, comme en 2016, de la détresse, mais il y avait de la colère. Qu'avez-vous fait entre 2016 et 2024 pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent? Donc nous sommes aujourd'hui confrontés, qu'on le veuille ou non, à des questions de transition que nous posent nos concitoyens, sans qu'ils aient forcément à faire le lien direct entre le réchauffement climatique et leur vie quotidienne, mais ce sont des questions de vie quotidienne, essentiellement. Et nous allons devoir apporter des réponses. Alors aujourd'hui, dans quel état sommes-nous pour apporter des réponses? Les maires, les collectivités locales. Et je répondrai sur 2 angles. Sur un angle financier, quelles sont nos capacités à appréhender rapidement la réponse au réchauffement climatique, aussi bien sur l'atténuation, sur l'énergie que sur l'adaptation, et sur la question de la mise en œuvre des règles qui sont édictées par l'État pour répondre à ces attentes. Sur la question du financement, vous me pardonnerez, je vais citer quelques chiffres, je suis obligé. Il faut citer un rapport très important qui est celui de l'Institut de l'économie sur le climat, que vous connaissez tous, je pense, présidé par l'excellent Pisani-Ferry. Il a sorti son dernier rapport en novembre 2024. Que dit ce rapport? Que les collectivités locales doivent investir 19 milliards par an en matière d'atténuation entre 2024 et 2030. 120 milliards. Et quand l'Institut va plus loin, regarde ce qu'ont investi les collectivités locales, qu'est-ce qu'il voit? Qu'en 2019, on était un peu plus de 5 milliards, en 2022, 8 milliards 3, et fin 2023, on était autour de 10 milliards. 19 milliards. Et déjà en 2020, I4CE disait il faut faire 12 milliards par an pendant 10 ans, 120 milliards. Et on est à 10 milliards. Alors pourquoi on est à 10 milliards? Mais pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que notre endettement est limité, c'est-à-dire que nous votons des budgets en équilibre, la règle d'or, nous, et que si nous dépassons 10, 11, 12 ans de capacité de désendettement, ben vous avez les services de l'État qui viennent dans vos mairies et qui vous expliquent que vous dépensez trop, qu'il va falloir réduire la voilure. C'est concret, c'est réel. La cellule d'alerte, Bure-sur-Yvette, il y a une lumière rouge qui s'allume quelque part à Évry, à la DGFiP, et ils viennent tout de suite vous voir avec la feuille de route. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, nos ressources fiscales fondent comme neige au soleil. La fin de la taxe d'habitation, les départements n'ont plus de ressources fiscales, les régions, on est en train de les assécher. Donc moi, si je fais une réunion publique à Bure-sur-Yvette et que je dis à mes habitants, chers amis, il nous faut faire la transition écologique, il nous faut faire des dépenses importantes d'atténuation et d'adaptation, on va tous vous demander un effort. Moi, j'ai qu'une partie de la salle qui m'écoute, ceux qui payent la taxe foncière. On m'a coupé la parole. J'ai le pouvoir de vous couper la parole, en fait. Donc, si nous avons le réchauffement climatique, une urgence climatique, c'est devenu, comme nous le pensons tous ici, une grande cause nationale. Ça veut dire qu'il va falloir nous donner les moyens de mener à bien les efforts nécessaires pour répondre à ce réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui, tel que c'est parti, je vous le dis très franchement, on va faire la transition, on la fera en 25 ans. C'est-à-dire avec notre capacité de financement annuel. Moi, je vais citer Bure, 5 millions € d'investissement par an, allez, 4, les bonnes années, 5. Là, cette année, je vais refaire tout l'éclairage public avec des LED, adaptation, 1,8 million. Je refais 2 bâtiments scolaires maternels, 1,9 million. J'ai déjà cramé 70% de mon budget investissement. Et je dois refaire les routes parce qu'il y a quand même un peu de vie quotidienne dans cette basse vie.
et je dois boucher les trous et m'assurer que les gens peuvent rouler dans nos rues. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a un budget extrêmement limité. Deuxième série de freins, c'est la façon avec laquelle sont édictés les règlements. Et là, je regrette vraiment que Madame... Pour ça, peut-être qu'on pourrait en parler juste un peu après, je vous coupe. Mais oui, je vous coupe, parce que là, vous allez tout dire en une fois, et c'est dommage. Très bien. Eh bien, écoutez, on reprend. il y aura un épisode 2. Il y aura un épisode 2 juste après. Restez bien à l'antenne. Justement, vous parlez des outils. Il y a le PNAC 3 qui propose un nouveau cadre d'action pour l'adaptation des territoires. Pascal et Baptiste, d'après vous, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce plan et en quoi il pourrait répondre à ces besoins et à ce qu'on vient d'entendre? Vas-y, Baptiste. Peut-être juste quelques mots, et puis Pascal, tu me compléteras. Alors déjà, dire que le PNAC, c'est le numéro 3. Donc ça veut dire qu'il y avait eu un PNAC 1 et un PNAC 2. Alors, à part peut-être quelques geeks du climat dans la salle, je ne suis pas sûr que beaucoup aient le souvenir des PNAC 1 et 2. Effectivement, il n'avait pas laissé des souvenirs impérissables. Et donc là, on voit bien qu'on est quand même dans un changement d'échelle, avec un portage politique beaucoup plus fort et avec une prise de conscience aussi beaucoup plus forte. Donc là, le PNAC 3, déjà, c'est le premier élément. Et je crois que ce qui a vraiment installé, ce qui fait vraiment la pierre angulaire de ce plan, c'est cette référence à une augmentation de température de 4 degrés. Donc ça ne veut pas dire qu'on lâche l'affaire sur l'atténuation et qu'on dit, voilà, foutu pour foutu, de toute façon, on va être contraint à s'adapter. Non, ça veut dire que même si on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire sur l'atténuation, c'est-à-dire neutralité carbone en 2050, eh bien, il faut anticiper le fait que peut-être d'autres ne feront pas les mêmes efforts et que donc pour nous, un réchauffement à plus 2,6, plus 3 degrés au niveau du monde, ça veut dire plus 4 degrés en France. Et donc il faut qu'on adapte nos infrastructures, il faut qu'on adapte nos bâtiments, il faut qu'on intègre dans toutes nos normes techniques la possibilité que la température augmente à 4 degrés. Et donc fondamentalement, c'est ça, le PNAC. Alors il y a toute une ribambelle de mesures. Et puis il y a aussi, et je laisserai peut-être Pascal en parler, la mission adaptation dont que la ministre a déjà évoquée dans sa vidéo. Pour compléter, plus 4 degrés, c'est ce qui se passe si tous les pays qui ont pris des engagements en termes de réduction d'émissions de carbone tiennent leurs engagements. C'est déjà mal barré. Hein. Il y a un petit pays, là, de l'autre côté de l'Atlantique, qui vient d'expliquer qu'il ne tiendrait pas ses engagements. Ça veut dire qu'en fait, c'est un minimum. Et autant, quand on était à, effectivement, 1,5 degré, 2 degrés en France, on était sur, je dirais, des conséquences qui étaient gérables, sans changement majeur dans nos modes de vie, dans nos façons de faire, autant à 4 degrés et a fortiori plus, ça veut dire qu'il va falloir effectivement tout changer. Et moi, je voudrais insister, Baptiste l'a dit, mais tous les segments de la vie sont touchés. Que ce soit effectivement les bâtiments, vous parliez des canicules, les inondations, le recul du trait de côte, les infrastructures. C'est vraiment, on s'occupe des routes. Moi, j'ai été assez persuadé pendant longtemps qu'il n'y avait pas de sujet. C'est bête, le dimensionnement des routes, c'est la température et l'hygrométrie. C'est juste les deux trucs qui vont changer. Donc en réalité, tout est touché et on est face à une révolution, au sens étymologique du terme, assez forte. Alors au CEREMA, nous, on a le changement climatique optimiste parce qu'on a quand même deux avantages, deux choses positives dans tout ce bazar. Le premier, c'est que sur chacun des effets du changement climatique, il existe des solutions. Et puis on va continuer à en mettre au point, évidemment, mais on n'est pas démunis, soit des solutions technologiques, soit des solutions de changement de comportement. Hein. On oppose souvent le technosolutionnisme ou effectivement la régression. En réalité, le panel est très très large. Et puis, on a effectivement 10, 20, 30 ans devant nous, enfin, à condition qu'on commence aujourd'hui, et ça aurait même été mieux si on avait commencé il y a 10 ans. Donc on a, voilà, il faut quand même pas non plus se dire on va tous mourir. Je veux dire, c'est énorme, ça change absolument tout, mais on a les moyens de répondre. Et effectivement, ce qu'on a mis en place, Baptiste le disait, c'est une mission adaptation, parce que finalement, je pense qu'à la fois côté du ministère, côté de l'ADEME, du côté du CEREMA, nous on passe notre temps à rencontrer des élus locaux qui nous disent tous, comme vous le disiez, moi je veux faire. Par contre, je ne sais pas trop comment faire. Et donc, effectivement, on a décidé, avec l'ADEME, avec d'autres établissements, de mettre en place une mission commune
avec des représentants au niveau de chaque région, qui puisse être un point d'entrée pour les collectivités, et derrière, on puisse les tenir par la main pour petit à petit bâtir effectivement leur plan d'adaptation. Parce que le PNAC, il embrasse absolument tous les domaines, il propose un certain nombre de mesures, mais évidemment, à l'échelle nationale, c'est très général, et on voit bien que dans chaque territoire, les solutions seront différentes, donc il faut un travail très fin, et cette mission adaptation, elle est là effectivement pour conseiller les collectivités, pour arriver à mettre en place ces programmes d'adaptation. Alors ça a démarré au début de l'année, donc on n'est pas... Aujourd'hui, on a conseillé, hormis les 100 collectivités dont parlait la ministre, on doit en être à 170 à peu près, donc un certain nombre d'autres collectivités qui commencent à venir. Mais on voit bien que l'appétit est assez fort sur le sujet. Et puis peut-être, dernier point, ça a été évoqué, c'est la question des financements. C'est sûr que si vous avez un peu suivi l'annonce du PNAC, on a dit bah ouais, mais il n'y a pas de financement, ça va pas, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est que évidemment, à un moment, on va avoir besoin de financement assez fort. J'ai obligé à donner les éléments pour les collectivités. Au total, l'étude France Stratégie chiffre à 65 milliards par an de dépenses supplémentaires. Donc oui, il va falloir mettre de l'argent. Pour autant, je pense qu'on peut commencer à travailler, commencer à élaborer les projets, commencer à convaincre les populations. Et le pari qu'on peut faire, c'est qu'on arrivera à mobiliser les financements au fur et à mesure. Parce que si on ne fait pas ça, en réalité, on ne mobilisera jamais les financements. Donc nous, on a là aussi, on est optimiste au CEREMA, on dit il faut se lancer, il faut bâtir les projets. Et mécaniquement, on va bien arriver effectivement à mobiliser ces 60 milliards. Au passage, d'ailleurs, il y a à peu près 30 milliards d'argent public sur les 66, c'est à peu près la moitié. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites 30 milliards par an, c'est énorme, c'est épouvantable, c'est inatteignable, etc. Et en même temps, le budget de l'État, c'est 1000 milliards. Donc 30 milliards, c'est 3%. Donc vous voyez, selon l'angle selon lequel on regarde le problème, on est soit très pessimiste, soit optimiste. Donc moi, je vous incite tous à faire le choix de l'optimisme, parce que finalement, l'humanité, elle a toujours réussi à surmonter des crises. Merci Pascal, je reste sur l'optimisme. Merci. Marjolaine, du coup, optimiste sur le PNAC ? Ah bah oui, mais moi j'aime entendre Pascal parce que c'est justement quand on l'entend, on se dit qu'on va y arriver. C'est quand même une des belles équations. C'est un plaisir d'être de retour, merci Lionel, dans cette jolie maison. Alors moi j'y suis aujourd'hui au titre de l'Alliance HQE-GBC. L'Alliance HQE-GBC, elle fédère l'ensemble des acteurs. En fait, à la base, création sous impulsion de l'État il y a bientôt 30 ans, sur l'idée d'embarquer toutes les filières qui font dans la transition environnementale. Donc aujourd'hui, c'est cette parole-là que je vais essayer de porter. Pour compléter ce qui a été dit, en fait, il ne faut rien lâcher sur le volet atténuation. Et je le dis justement dans la boutique où on est, parce que c'est absolument essentiel si on veut y arriver, qu'on garde des politiques publiques qui soient claires dans nos trajectoires. Il faut vraiment, et merci à vous tous qui vous battez au quotidien pour qu'on garde ces ambitions, parce que si on n'a pas cette trajectoire et cette ambition claire, en fait, on n'arrive pas derrière à s'organiser et à s'articuler pour mettre en fait les dynamiques en route. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur les enjeux d'atténuation, on lâche rien. Surtout, on lâche rien. Et évidemment, sur le deuxième volet, sur celui de l'adaptation, on met les bouchées doubles, on met même les bouchées triples, quadruples, parce que sur ce sujet-là, évidemment, il y a deux dynamiques qui se rencontrent. C'est finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de territorialisation de toutes nos trajectoires, SNBC, PPE, PNAC. Et en fait, comment ça rencontre les territoires ? Ou plutôt, est-ce que la manière dont les territoires aujourd'hui rencontrent les enjeux climatiques, comment on les agrège pour faire rencontrer la dimension nationale ? Alors, est-ce qu'on doit parler de territorialisation des trajectoires ou de nationalisation des pratiques de résilience ? En tout cas, il y a un double mouvement clairement qui doit se mettre en œuvre, et ce mouvement, il est absolument complémentaire, et il faut absolument qu'il se rencontre, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une synergie qui soit vraiment fructueuse. Philippe Pelletier l'a dit en introduction, il faut qu'on joue collectif, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas les uns les autres se dire que ça ne va pas, parce que
clairement, on est tous en difficulté face à ces enjeux auxquels on doit faire face, mais on a tous des bouts de solutions les uns et les autres pour faire face à ces enjeux et réussir ce challenge. Et d'ailleurs, d'où qu'on soit, parce qu'ici, il y a une partie d'élus, mais il y a aussi une partie d'acteurs privés, et la dynamique, elle est publique-privée, nationale, territoriale. C'est pour ça que je disais mettre les bouchées x4, parce que finalement, tout le monde peut en manger un morceau de ce beau gâteau. Il y en aura pour tout le monde. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que ces synergies-là, c'est celles qui sont fructueuses. C'est celles qui nous permettent de réussir des trajectoires qui font qu'on va transformer le challenge en opportunité pour tout le monde. On va réussir vraiment à faire cette transformation-là. Jean-François Vigier, lors de nos échanges, vous regrettiez justement que les collectivités n'aient pas été impliquées plus que ça dans le PNAC, alors que vous êtes tout à fait raccord. Alors très rapidement, du coup, sur cette question. Oui, très rapidement, mais quand même un peu, parce que déjà, je voudrais répondre à mon voisin. On peut être optimiste, effectivement, et dire que c'est génial. Moi, je dois être réaliste. Je ne peux pas raconter à mes habitants que je vais leur rénover les groupes scolaires en 3 ans. Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas à être ni optimiste ni pessimiste, j'ai à être réaliste. Et aujourd'hui, prendre en compte le fait et rappeler que le fonds vert n'est pas le mode de financement de la transition écologique. Et il ne le sera jamais, parce qu'il n'est pas à l'échelle 1,2 milliard. Et même l'année 1 du fonds vert, où c'était génial, on sautait à 3 mètres de haut. Vous savez ce qui se passait dans les départements? Vous aviez la sous-préfecture qui vous appelait, qui vous dit « Je vous mets du fonds vert, mais je vous enlève de la DETR ou de la DECIL ». Donc en fait, ce n'était pas une subvention de plus, c'était une subvention de substitution, Monsieur le Président. Donc il faut quand même qu'on reste extrêmement réaliste. Ensuite, le PNAC. Excusez-moi, j'ai rapporté le PNAC devant le bureau de l'AMF en décembre, qui, je le rappelle, pour que tout le monde comprenne bien, il y a le réchauffement climatique, plus 4 degrés, il y a une trajectoire de référence. Cette trajectoire de référence donne lieu à une stratégie nationale bas carbone, et cette stratégie donne lieu à 3 actions, un plan atténuation, un plan énergie et un PNAC, le 3e du nom. Ce PNAC a été fait sans concertation avec les collectivités locales. Donc en bureau de l'AMF, apprendre qu'il y a 52 mesures qui vont être déclinées dans les territoires parce qu'on renvoie des dépenses d'ingénierie, et entre parenthèses, l'ingénierie, c'est la prochaine fracture territoriale, mesdames et messieurs. Parce que, en fonction des territoires où nous nous trouvons, les villes, les villages ne sont pas armés pour mener les études qui vont être nécessaires pour préparer aux travaux colossaux qui nous attendent. Fracture territoriale. Donc ce PNAC, évidemment qu'on partage les objectifs, encore une fois, mais on n'a plus qu'émettre un avis réservé et demander une réelle concertation avec les collectivités, parce qu'il renvoie tout un tas de mesures aux collectivités, sans étude d'impact, sans chiffrage. Et n'oublions pas que l'atténuation comme l'adaptation, nous allons devoir aussi l'expliquer à nos concitoyens, parce que nous sommes en première ligne. Merci Jean-François. Gisèle, Pascal et Baptiste, justement, on voit bien que les collectivités ont besoin d'aide, ont besoin d'être accompagnées aussi. On parle de rupture technique et ingénierie. Comment, justement, des structures comme vous peuvent accompagner les collectivités? Gisèle. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Salut chaleureusement aussi, mesdames les députés. Alors d'abord, merci d'avoir invité une institution financière. Parce qu'on voit bien que le débat se porte quand même comment on finance tout ça. Une institution financière qui a un avantage, c'est qu'en fait, cette institution financière, elle existe depuis plus de 200 ans. Et donc, c'est une institution financière qui est là depuis des années et, sauf accident de parcours majeur dans un pays qui est quand même relativement stable, a vocation à y demeurer. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que le sujet que l'on adresse cet après-midi, en fait, il faut être sans doute enthousiaste, il faut être sans doute réaliste, mais il faut être aussi pragmatique et surtout, il faut s'inscrire dans la durée. C'est des sujets qui nécessitent plus qu'un mandat électoral, plus que 2, plus que 3, et qui nécessitent évidemment une constance. Alors, la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts a fait le choix il y a quelques années, parce que c'est son rôle d'accompagner les grandes ruptures du pays, de mettre dans sa priorité majeure la transition écologique et énergétique. Et quand je dis dans sa priorité majeure, alors on parle beaucoup de milliards, donc je ne vais pas vous assommer avec des milliards, vous allez me dire où ils sont tous ces milliards.
Ce serait assez logique. Bon, néanmoins, et je vais vous en expliquer l'origine, le groupe Caisse des dépôts a décidé de mettre sur la table et de travailler avec les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs 100 milliards sur une durée de 5 ans. Et évidemment, initialement, on avait beaucoup réfléchi à des mesures pour lutter contre le réchauffement. Donc ça, c'est toutes les mesures dont parlait d'ailleurs monsieur le maire, monsieur le vice-président, il y a quelques instants, dire lutter la rénovation thermique des bâtiments, sur lequel nous sommes encore aujourd'hui, la question des énergies renouvelables, donc mettre le paquet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et là où je rejoins madame, il ne faut pas lâcher du tout, il faut mettre le paquet et continuer à mettre le paquet. Et ce n'est pas parce que d'autres ont décidé de ne pas le mettre. Ce n'est pas un phénomène de mode, hein, la transition écologique et énergétique. Donc mettre le paquet. Mais en même temps, il faut être extrêmement lucide. Et la Caisse des dépôts, elle est extrêmement lucide, même si elle paraît être une maison un peu ancienne, un peu vieille de la rue de Lille. Elle est extrêmement lucide et elle constate tous les jours dans les territoires que le sujet de l'adaptation, c'est en fait le seul choix raisonnable. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous ? Ben là, on est un peu plus qu'une banque, mais on est aussi une banque. Alors, on est un peu plus d'une banque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bien beau de décréter, il faut faire. Sauf que les collectivités se trouvent, et les maires en l'occurrence, et les présidents d'Acarco, notamment aussi, se trouvent devant un sujet éminemment complexe. Donc la première étape, et c'est celle que l'on mène avec notamment le CEREMA, puisqu'on travaille main dans la main, la première étape, c'est d'aider la collectivité à faire le diagnostic des vulnérabilités de son territoire. Essayer de prioriser. C'est quoi les actions prioritaires que je dois mener ? Et ça, c'est territoire par territoire. C'est du travail fin. Ça ne se décrète pas complètement depuis, en tout cas, chez moi, la rue de Lille. Territoire par territoire. Et donc là, c'est mettre de l'ingénierie. Oui, il y a besoin d'ingénierie. Et donc, nous, on met de l'argent pour aider les collectivités. Puis la deuxième chose qu'on sait faire, parce qu'on est une banque, c'est qu'on est des financiers. Et là, je rebondis sur une chose. Si on pense, et je vous rejoins, si on pense qu'on va réussir à financer ce que l'on a besoin de faire aujourd'hui, avec le modèle de financement tel qu'il existe aujourd'hui, on se plante. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit un peu plus ingénieux. Et donc, on est une ingénierie financière qui utilise certes des ressources des collectivités, certes de la subvention de l'État, mais aussi, il faut avoir le courage de dire qu'il faut sans doute aller sur de l'endettement et s'endetter sur du temps long. La Banque des territoires, elle fait des prêts. Je ne vends pas ma camelote, hein, je suis d'une institution financière publique. On fait des prêts sur 80 ans, sur 60 ans. Quand vous rénovez un réseau d'eau, est-ce qu'il faut le financer sur 15 ans ou est-ce qu'il faut le financer sur 60 ans ? Eh bien, il faut le financer sur 60 ans. Et ça permet aussi à la collectivité de lisser les annuités et donc de préparer l'avenir des générations avec du financement complet. Et donc l'ingéniosité financière, c'est ça. Ce n'est pas tout de dire on finance tout avec de la dette ou tout avec de la subvention, c'est de dire qu'on doit, avec chacun des projets que l'on doit financer, apporter une ingéniosité financière utile. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai financé, là pour le coup, en expertise, en appui, Miquelon. Parce qu'on ne parle pas des territoires ultramarins, c'est les premiers qui sont quand même soumis au changement climatique. Miquelon, il doit déménager son village. Eh bien, on a apporté 1 million de subventions pour l'aider à réfléchir au déménagement de son village. Et en mettant à Lacano, j'ai prêté 3,5 millions d'euros, prêté, pas amener de la subvention, prêté 3,5 millions d'euros pour aménager les digues. Donc, je pense que c'est vraiment ça le sujet. C'est de s'appuyer. D'abord, celui qui décide, c'est le maire. Celui qui impulse, c'est le maire. Nous, on décide de rien. Mais par contre, on peut l'amener à réfléchir autrement sur le financement des projets, à la fois sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur l'adaptation. Merci Gisèle. On a donc des solutions, en tous les cas, d'ingéniosité financière. Baptiste, comment on peut accompagner aussi les collectivités ? Alors, de notre côté, à l'ADEME, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment être les catalyseurs de transition dans les collectivités. Et pour ça, on s'appuie sur nos deux métiers. Notre métier d'expert et notre métier de financement. Alors, pas comme une banque, nous, c'est des financements, c'est en subvention.
Et sur l'expertise, ce qu'on fait aussi, c'est comme on a accompagné plusieurs collectivités pilotes, une fois qu'on en a accompagné 10, 15, 20, ensuite on établit des référentiels, donc des méthodologies d'accompagnement pour capitaliser sur les meilleures pratiques. Et on a par exemple, à la fois sur atténuation et adaptation, un référentiel qui s'appelle Territoire engagé pour la transition écologique, et ça permet en fait à une collectivité, et là pour le coup c'est pas anecdotique, on a déjà 600 collectivités, 600 EPCI, donc presque un EPCI sur 2 qui est engagé dans cette démarche, et ça lui offre un tableau de bord un peu complet avec plein d'indicateurs pour piloter sa transition. Et ensuite ça lui donne donc des idées sur ce qu'il peut faire, quelle action il peut enclencher, et c'est là où notre métier de financeur intervient, ou à travers nos grands fonds, comme le fonds chaleur, le fonds économie circulaire. Donc le fonds chaleur, c'est pour développer de la chaleur renouvelable, créer des réseaux de chaleur et puis introduire des ENR dans ces réseaux de chaleur avec de la géothermie, du solaire thermique et puis de la biomasse si on ne peut pas faire autrement. Et puis le fonds économie circulaire, là, pour tous les enjeux, évidemment, de gestion durable des déchets. Donc voilà, nous, comment fondamentalement on accompagne les collectivités. Peut-être un mot quand même sur le financement et ses besoins de financement. Je pense que la bonne nouvelle avec l'adaptation, c'est un peu comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est que bon, pour l'instant on est dans la phase de réflexion, enfin on doit faire... Il doit y avoir pas mal d'ingénierie, donc c'est plutôt de la matière grise qu'on doit injecter, de la planification, des stratégies. Et puis l'adaptation, finalement, on va étaler les travaux entre maintenant et la fin du siècle, c'est les grands travaux de ce siècle. Et donc c'est au moment du renouvellement des infrastructures, au moment du renouvellement et des travaux qu'on aurait dû faire de toute façon, qu'il faut injecter une dose d'intelligence d'adaptation pour éviter à tout prix la maladaptation. Mais ça ne se traduit pas forcément par un surcoût d'investissement. Si on fasse bien les choses au moment du renouvellement des infrastructures, alors ce qui compte, c'est vraiment de créer ce réflexe adaptation dans la tête des décideurs et puis des agents des collectivités qui vont en pratique conduire les chantiers, dans la tête des maîtres d'ouvrage, pour que, in fine, les infrastructures soient adaptées. Merci Baptiste. Et Pascal ? Pour donner un exemple sur ce que vient de dire Baptiste, je t'ai expliqué qu'il allait donc falloir refaire toutes les routes parce que le dimensionnement, c'est la température et l'hygrométrie. Donc ça, c'est des dizaines de milliards. Mais en même temps, les routes, tous les 30-40 ans, il faut les refaire parce qu'au bout d'un moment, ça s'use, etc. Et donc si on les refait dès à présent avec les données qui correspondent au nouveau climat, alors ça va coûter quand même un petit peu plus cher, c'est pas neutre, mais l'un dans l'autre, c'est plus des dizaines de milliards. Et je crois que c'est ça, moi je peux que redire ce que vient de dire Baptiste, c'est-à-dire comment arriver effectivement sur chacun des sujets à se poser la question de qu'est-ce que ça donne dans 30 ans, dans 50 ans avec le changement du climat, et effectivement de changer la trajectoire, de changer les projets. C'est en ça qu'on a le changement climatique optimiste, c'est qu'on est quand même dans un sujet où il y a des solutions. Alors après, c'est clair qu'il y aura un sujet, il y a un sujet de financement. On en est tous absolument conscients. La seule question, elle est de savoir si on va attendre que ça soit vraiment complètement la catastrophe, et là, du coup, ça coûtera beaucoup plus cher, ou si on sera capable de dégager les financements suffisamment tôt en amont. Mais quelque part, je le redis, un sujet sur lequel on a des solutions techniques, c'est plutôt bien. Alors, avec quand même un petit bémol, vous avez été plusieurs à l'évoquer, on a des solutions techniques à condition d'avoir l'ingénierie nécessaire sur le terrain. Et c'est vrai que moi qui ai connu une période où on disait, bon, ça suffit, l'ingénierie, on fait trop d'études, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au moment où il faut faire des études, parce que si on continue à faire les projets business as usual, là, c'est sûr qu'on va dans le mur, et alors en plus en accélérant. Donc, c'est le moment où il faut effectivement de l'ingénierie, il faut de l'expertise avec des organismes comme nous, il faut de l'ingénierie sur le terrain, il faut former l'ingénierie, parce que moi, j'entends souvent dire, il n'y a pas d'ingénierie... c'est pas vrai, je ne connais pas un endroit où il n'y ait pas d'ingénierie en France. Par contre, il y a un vrai problème de niveau, parce qu'on a l'ingénierie pour faire les projets d'il y a 30 ans. Et donc il y a un travail de formation. Nous, au CEREMA, on a commencé à beaucoup travailler là-dessus avec les syndicats professionnels, Syntec Ingénierie, Sinov, etc., pour arriver à faire monter le niveau, effectivement, de l'ensemble des bureaux d'études, pour arriver, effectivement, à avoir cette ingénierie. Cela étant, je ne vais pas finir, qu'on soit clair, il va bien falloir à un moment trouver de l'argent.
Et c'est là où les systèmes un peu innovants peuvent aider à beaucoup. Mais même comme ça, il va quand même falloir trouver de l'argent. Qu'on soit clair là-dessus, je suis assez d'accord. On a bien compris qu'il va falloir trouver de l'argent, ça c'est sûr. Merci Pascal. Lionel, je vous ai vu réagir. Oui, rapidement, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Déjà saluer Graziella Melchior, ma collègue députée, qui travaille beaucoup sur les enjeux du littoral de Bretagne, d'économie circulaire. Voilà, et merci d'être là, Graziella. Le PNAC 3, c'est un cadre au service de stratégie et de planification. Cette stratégie, cette planification, non seulement elle doit être nationale, ça c'est le rôle du Parlement et des différents ministères, mais c'est aussi de la responsabilité des collectivités locales. Moi, j'étais maire avant d'être député. Et je sais que depuis les années 80, les lois de décentralisation, c'est vrai que nous avons transmis, monsieur le maire, tout ce qui est l'aménagement du territoire, l'urbanisme aux collectivités locales, en particulier aux maires. Et cette stratégie, cette planification territoriale, elle est indispensable et nécessaire. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne la voit pas suffisamment sur l'ensemble de nos territoires. Elle est à géométrie variable. Il y a des vitesses très différentes en fonction, je dirais, des moyens des collectivités, mais aussi de l'appréhension que les élus locaux ont voulu mettre à disposition de cette planification. Je n'ai jamais vu autant, moi, de moyens mis à disposition quand j'étais maire. Nous avons mis des SCOT, nous avons mis des intercommunalités, nous avons mis des agences d'urbanisme, nous avons mis plein d'agences diverses et variées, y compris privées, à disposition des élus locaux, et on voit bien que le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. L'État est là, parce qu'on voit bien, ici, vous avez ce que moi j'appelle les bras armés de l'État, l'ADEME, le CEREMA, qui sont là et qui travaillent avec les collectivités. Donc je pense que ce sont des structures qui, tous les élus locaux, tous les acteurs du territoire savent très bien qu'ils sont présents sur les territoires. Et la Banque des territoires aussi, en ce qui concerne le financement, je pense que l'État joue son rôle. L'État est revenu ces dernières années avec l'ANCT, est revenu avec le fait de vouloir s'impliquer sur l'aménagement du territoire. Je pense que c'est une bonne chose, certainement pas suffisamment. Mais en tout cas, l'État est revenu parce qu'il avait complètement disparu de ces sujets d'aménagement du territoire, y compris à travers la loi. Et juste pour vous dire, oui, il faudra des financements, mais avant peut-être de penser à de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, rappelez, vous avez sorti un chiffre, et moi je vais en sortir un deuxième, monsieur le directeur, vous avez sorti 1000 milliards, mais en fait c'est 1600 milliards de dépenses pour des politiques publiques dans notre pays chaque année, État, collectivité territoriale, 1600 milliards. Est-ce qu'avec ces 1600 milliards, on ne peut pas peut-être se poser la question collectivement, ça c'est un débat qu'on doit avoir les Françaises et Français, sur quelles sont nos priorités, quels sont les projets politiques que l'on peut aller avant de demander 1650, 1600, 1700, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on se repose la question de la priorisation et des politiques que l'on veut mener. Et le changement climatique, l'adaptation, c'est une politique que l'on doit mener tous collectivement, mais on a besoin, quand je parle de ces 1600 milliards, c'est parce qu'on a besoin de le mener État et collectivités ensemble, et dans cette enveloppe-là, je le souhaite, parce qu'on voit très bien que le contexte aujourd'hui ne nous permet pas forcément de continuer à augmenter les dépenses des collectivités. Justement, quel combat encore on doit mener aujourd'hui ? Quel combat ? Déjà, moi je peux dire ici à l'Assemblée nationale, Graziella le sait, on se bat tous les jours pour faire en sorte que les trajectoires que nous avons votées il y a quelques années, je parlais de la loi climat et résilience, quand on l'a votée, on s'est fait attaquer en disant elle est vide, il n'y a rien. Maintenant, tout le monde veut la vider, en disant il y a trop de choses, il faut la vider. Moi, j'ai fait des alertes dans la presse, attaques sur le ZAD, sur le ZFE, sur le DPE, sur plein de choses. Ce que l'on a du mal à faire comprendre, et là, il faut du courage politique. Et je remercie mes collègues avec qui on essaie d'être impliqués là-dessus, c'est qu'on ne doit pas oublier qu'on doit atteindre en 2050 le bâtiment bas carbone, tous ces enjeux-là, qu'on doit atteindre des ZFE, c'est pourquoi ? C'est pour avoir une qualité de l'air qui nous permet d'éviter les 40 000 décès que nous avons chaque année à cause d'une qualité de l'air qui est en mauvais état. Voilà. Et tout ça, on ne peut pas y arriver du jour au lendemain. Et malheureusement, en permanence, on est tiré par une volonté politique avec un petit p, qui est de dire on fait chier les Français, entre guillemets, mais c'est ce qu'on entend. J'ai des députés qui arrivent, certains groupes politiques, il faut arrêter d'emmerder les Français, donc on supprime tout. C'est facile, mais ce n'est pas faire la politique. Au moment, il faut remettre la politique au cœur, au centre de nos débats. Je pense que c'est tout l'intérêt aussi du débat que nous avons aujourd'hui là, et nous devons l'inscrire dans la durée. On a parlé, c'est pour ça qu'il faut reparler de planification stratégique, et le PNAC est là pour ça. C'est ce cadre qui doit nous permettre d'avoir une vision et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Après, on peut corriger, on peut modifier. Nous, on essaie de le faire, rien n'est parfait. On s'est trompé sur des choses, probablement à l'Assemblée nationale, sur des votes. Mais en tout cas, tout stopper et faire des stop and go en permanence, comme on l'entend, je pense que c'est la pire des choses et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Donc nous, on a besoin de vous tous les acteurs, tous les professionnels, de tous les élus locaux. Je pense qu'on est là pour avancer ensemble, qu'on ne doit pas perdre, qu'on doit
absolument, dans l'intérêt des générations à venir, atteindre ces objectifs. Et donc ne jamais lâcher. Moi, c'est mon combat de tous les jours ici, et je dis bien de tous les jours, voire minute après minute, dans l'hémicycle de cette Assemblée nationale. Merci Lionel. J'aurais voulu qu'on parle un peu concrètement. Moi, j'aurais voulu vous entendre parler d'un exemple concret de réussite qui puisse inspirer. Est-ce qu'on peut faire un tour de table et commencer par Pascal avec un exemple de réussite, d'accompagnement qui peut inspirer? Moi, je peux citer un exemple. Assez c'est rapidement pour tout le monde. les programmes Cube qu'on a lancés dans les bureaux, dans les écoles, dans les logements maintenant. C'est quoi le programme Cube? C'est simplement de travailler avec les occupants d'un bâtiment pour leur faire changer leur comportement, et rien qu'en faisant changer leur comportement, diminuer la consommation d'énergie de 10 à 30%. Ça marche. On a traité un très grand nombre de mètres carrés dans les écoles. Évidemment, les professeurs font de la pédagogie avec, et effectivement, vous arrivez avec un minimum d'investissement, un peu des capteurs, un petit peu d'animation, vous arrivez à faire diminuer la facture énergétique. Puis évidemment, vous avez un effet qui se coule, c'est que quand vous arrivez pour faire des travaux un peu plus lourds, les bonnes habitudes sont déjà prises, parce que vous pouvez faire une isolation par l'extérieur du bâtiment, changer les huisseries, les toitures, etc. Si les gens continuent à vivre la fenêtre ouverte l'hiver, ça ne fera pas grand-chose. Et puis on a même en plus un effet qui se coule supplémentaire, c'est que quand les enfants rentrent à la maison, en plus ils engueulent les parents parce qu'ils ne ferment pas les fenêtres, etc., etc. Donc c'est des choses simples qui permettent de lancer, de sensibiliser et d'obtenir des résultats, et évidemment tout de suite de réinvestir l'argent économisé dans des trucs un peu plus compliqués. Bien, pas un exemple, mais tout un tas de réussites, de réalisations, qui va de la plus petite, par exemple, planter des arbres en milieu urbain, à l'endroit où il n'y a plus d'espace vert, à l'inauguration d'un giratoire dédié au vélo, comme on dit à la hollandaise, jusqu'à la rénovation énergétique d'un bâtiment. Et puis, des réalisations que je n'avais pas forcément mentionnées dans mon programme 2020, c'est la végétalisation des cours d'école, qui est devenue indispensable et pour laquelle, pour le coup, il y a une très forte demande des parents. Donc ce sont, piochés ici et là, différentes réalisations, sans parler des plans vélo et bien d'autres choses encore. Merci, Gisèle. Je pourrais citer de nombreux cas territoriaux, parce que ma conviction, c'est que la transformation écologique, énergétique, elle passe par les territoires, en fait. Mais peut-être pour prendre un exemple de programme et surtout d'action concentrée que l'on porte, c'est la rénovation des écoles, des collèges, des lycées et même des universités. Nous, on s'est donné un objectif, parce qu'en fait, on est efficace que si on mesure ce qu'on fait. Donc on s'est donné un objectif de rénovation de 10 000 écoles d'ici 2027, et d'ailleurs très en lien avec l'État. Et donc on suit par un tableau de bord où on en est de la rénovation de ces écoles. Et aujourd'hui, on en a plus de 5 000 qui ont été rénovées, alors plus ou moins de manière importante, parfois avec une ouverture sur la ville de manière beaucoup plus forte, avec la végétalisation des cours d'école, avec une rénovation totale de l'école, école primaire, lycée, collège. Voilà, donc ça, je pense que la rénovation des écoles, c'est quelque chose de hyper structurant. Pourquoi? D'abord, évidemment, pour la collectivité, parce que derrière, il y a aussi des dépenses en énergie, pour les gamins, pour les générations à venir, pour les enseignants aussi, qui ont des conditions de travail plus satisfaisantes. Et donc ça, c'est très concret. Dans les territoires, en France, vous voyez des écoles qui se rénovent. Et donc ça, c'est vraiment un programme que l'on considère, on n'a pas fini, mais qu'on considère sur la bonne trajectoire. Puis j'en ai un deuxième auquel je tiens beaucoup, c'est l'eau. Parce que voilà, c'est un bien rare, un bien absolument indispensable à économiser, à traiter, à rendre évidemment tout à fait potable aussi. Parfois, elle l'est de moins en moins. Et donc le sujet autour de l'eau, c'est aussi un deuxième thème sur lequel on est très positionné. Merci Gisèle. Baptiste? Une initiative qui est issue d'une équipe de l'ADEME, mais qui a tout de suite été coportée avec l'AMF et co-construite avec l'AMF, c'est l'initiative Plus fraîche ma ville.
et qui regroupe aujourd'hui plus de 400 collectivités. Et c'est vraiment un super lieu d'échange où ceux qui ont déjà mis en œuvre des solutions peuvent les partager. On a plus de 45 solutions là c'est pour limiter les effets d'îlots de chaleur urbains. Et je trouve que c'est une très très belle initiative qui montre qu'il y a plein de solutions qu'on appelle passives, donc la désimperméabilisation des cours d'école, les ombrières, les revêtements clairs qui existent, et pour éviter au maximum d'aller mettre des clims individuels. Alors peut-être que parfois on n'aura pas le choix, mais en tout cas ça permet vraiment d'échanger très concrètement sur les solutions passives pour limiter la surchauffe urbaine. T'es dur avec juste un. Je vais citer le programme Acté. Clin d'œil au collègue qui est là pour le représenter, et Guillaume Perrin qui du coup lui n'y est pas. Mais à l'époque, quand on avait travaillé sur le programme Acté, c'était la Banque des territoires qui était dans le tour de table avec l'AMRF, avec la FNCCR, qui réfléchissait comment on peut faire un truc qui soit pragmatique, qui marche et dont les gens se saisissent vraiment. Et le programme Acté, il a super bien fonctionné, c'est une super réussite, démultiplication par je sais pas combien entre-temps. On l'a après. Donc voilà une introduction. Autre exemple de truc qui marche très bien, le cadre de résilience adaptation de l'Alliance HQE, c'est un outil en fait 5 axes et 15 leviers pour se dire comment on fait pour se poser les bonnes questions, pour savoir comment on doit approprier un sujet. Et est-ce que vous saviez par exemple que d'avoir des lieux partagés, ça participe à votre résilience en cas de crise? Et oui, quand vous avez effectivement des lieux partagés, les gens se connaissent, et quand il y a une crise qui se produit, eh bien les gens en fait sont plus capables d'y faire face ensemble et du coup d'avoir des bonnes approches de solidarité. Si vous ne le savez pas, vous pouvez le trouver du coup dans ce type d'outil. Autre outil qui marche super bien, et c'est mon dernier clin d'œil de la matinée, mais ce matin j'étais en train de fêter un anniversaire, l'anniversaire de la marque NF Habitat et NF Habitat HQE. C'est une certification, et ça c'est un outil qui marche très bien. Ça a 10 ans d'âge et 10 ans qu'on se pose les questions de comment on fait pour finalement se frotter à tous ces sujets de gestion de l'eau, d'économie circulaire, toutes ces approches aujourd'hui dont on se pose des questions. Et en fait ça c'est un partenariat quotidien avec les collectivités territoriales et les acteurs et l'État, parce qu'il faut savoir que cette dynamique elle a été impulsée au démarrage comme Qualitel sur l'idée d'avoir vraiment un outil d'utilité publique pour être dans le concret et l'expérimentation. Et ces certifications, ces labels, etc., c'est une manière très concrète de se doter, il y a celui-là mais il y en a d'autres, mais de se doter d'outils finalement concrets pour que l'ensemble des acteurs territoriaux, que ce soit les privés ou les publics, s'approprient à l'occasion d'un cadre comme ça les bonnes approches, les bonnes pratiques, et ça permet de progresser tous ensemble et de se donner un outil de dialogue qui permet très ancré d'avancer. Merci Marjolaine. Lionel? Alors, rapidement, une autre vie que j'ai eue, j'ai présidé un centre permanent d'initiative environnement de 2004 à 2014. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais voir les élus locaux et les maires, ils me regardaient en disant: qu'est-ce que tu viens nous emmerder, excusez-moi, regarde dehors, c'est ouvert, il fait beau, et le climat est formidable, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, en 2025, tous les maires viennent chercher le CPIE pour mener des études, travailler, accompagner les populations, accompagner justement à la transition. Ce qui veut dire qu'on évolue, les choses avancent, on peut être un peu en avance, mais en tout cas, il ne faut jamais lâcher. Et la preuve en est aussi, c'est qu'en 1 heure, la température est quand même bien meilleure ici. Donc, comme quoi, il faut toujours y croire. Merci Lionel. On a parlé un petit peu, on a évoqué la rénovation. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on peut peut-être faire un petit tour de table assez rapidement sur la rénovation. Comment, justement, dans les villes, Jean-François, on arrive à relever ces enjeux de rénovation? Parce qu'il y a des enjeux conséquents et des objectifs conséquents. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, en tout cas, on n'y arrive pas rapidement. Tout simplement, je l'ai expliqué tout à l'heure, du fait de nos capacités financières que nous pouvons mobiliser. Mais comme nous avons à réhabiliter énergétiquement les groupes scolaires, les gymnases, les centres culturels, les mairies, les services techniques, les hôtels d'entreprise, les salles associatives, et qu'on ne peut faire qu'une petite partie du travail chaque année avant d'avoir fait des études. C'est pour ça que je disais que le délai, le temps sera forcément long avec les capacités que nous avons actuellement. Le deuxième point qui me paraît important, c'est oui, il y a une stratégie nationale et l'AMF la partage bien entendu, l'a toujours partagée. Maintenant, il faut pour sa déclinaison dans les territoires qu'il y ait de la souplesse, qu'il y ait de l'adaptabilité, alors pas au changement climatique mais à la territorialité, car d'un territoire à l'autre, il faut que la règle s'adapte. Et ça, c'est absolument indispensable. Et on l'a vu par exemple avec le ZAN.
qui ne fonctionne pas depuis qu'elle a été votée. On en est au la troisième version de la loi ZAN, tout simplement parce que ce n'est pas le bloc local qui est chargé de la mettre en œuvre. On l'a donnée aux régions. Il faut absolument qu'on revienne là-dessus. Et puis, je ne vous parle pas de la future directive européenne sur les économies d'énergie qui va arriver, qui va être transposée à partir du mois d'octobre dans le droit français, où là aussi, ça va faire mal. Parce que les bâtiments publics à rénover, ça va être 250 mètres carrés minimum tous les ans. Et ça veut dire que c'est à nouveau une nouvelle norme qui nous tombe dessus, avec des nouveaux financements à sortir, et dans des conditions très difficiles. Donc, adaptabilité, souplesse et capacité à faire. Merci. Vous voulez intervenir, Gisèle, justement sur ce point-là, sur la rénovation? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais peut-être pour réussir devant la montagne de rénovation qu'il y a à mener, je pense qu'il y a vraiment un sujet de priorisation. Et donc, pour prioriser, il faut développer les outils d'aide à la décision qui permettent à l'élu de prioriser. C'est une évidence. Ça me paraît évidemment important. Après, sur les financements, moi, je voudrais redire un point. On a l'impression qu'on n'a pas les moyens d'agir. Alors je pense que évidemment le financement est extrêmement important, donc ça nous donne un horizon qui est un peu loin. Pour autant, quand on fait du financement porté par la Caisse des dépôts et par la Banque des territoires, c'est en fait l'argent des Français qui est sur les livrets A, les LDD que les Français épargnent, qui est utilisé et qui finalement permet de financer des projets sur les territoires. Et je trouve là, il y a quelque chose d'assez sain, il y a une espèce de circuit sain de recyclage de l'argent, si je puis dire, d'utiliser l'argent des Français, le transformer en prêt de long terme pour permettre de financer la rénovation, par exemple, des écoles. Eh bien, je trouve que ça donne quelque chose du sens aussi aux prêts et au financement de projets. Donc aujourd'hui, les Français mettent beaucoup d'argent sur leur livret A et sur le LDD, etc. Ce qui permet, nous, de nous faire des prêts de très long terme. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, bien sûr que non, mais en tout cas, ça peut y contribuer. Voilà, donc il y a un côté très citoyen aussi. Merci. Pascal et Baptiste, très rapidement. Donc on parle de rénovation de bâtiments, de rénovation d'infrastructures, mais en réalité, bien sûr qu'on doit les rénover du fait du changement climatique, changer, etc. Mais de toute façon, une infrastructure, un bâtiment, ça a une durée de vie qui est limitée dans le temps. Nous, on s'occupe en ce moment beaucoup des ponts, des collectivités peu peuplées. Le problème de fond, c'est que les ponts, on ne s'en est pas occupé depuis 1 ou 2 siècles. Et donc, 1 ou 2 siècles après, vous en avez 25% qui sont en mauvais état. C'est pas étonnant. Sur les bâtiments, c'est pareil. Je veux dire, on a un énorme travail où sur les écoles, on travaille tous sur les écoles. Le sujet de fond, c'est quand même que depuis 50, 60 ans, en réalité, on ne s'en est pas occupé. Donc, ça relativise aussi quand même. Le sujet, c'est quand même qu'à un moment, un investissement, ça a une durée de vie. Et de toute façon, il faut effectivement revenir dessus. Et c'est évidemment à cette occasion-là qu'on peut traiter avec le coût le plus faible les questions de changement climatique. Et puis la deuxième question qui nous semble importante pour nous, c'est justement, quand on rénove, il faut bien rénover. Il faut rénover pour le climat de dans 50 ans, pas pour le climat d'aujourd'hui. Il faut essayer de traiter l'ensemble des sujets. Alors là encore, on va dire, ouais, mais alors vous complexifiez, etc. C'est vrai, mais je pense que nos descendants, dans 50 ans, ils seront contents qu'on ait rénové pour 50 ans et pas simplement pour 10 ans ou 30 ans. En bref, le message, c'est il faut faire bien. Et évidemment, ça coûte plus cher. Donc, ça rend le sujet encore plus compliqué. Mais faire au rabais, ça ne fonctionne pas et ça n'attirera que des ennuis dans les prochaines années. Merci Pascal. Baptiste. Oui, alors c'est sûr que la barre de la réglementation est très élevée et les travaux ne sont pas au rendez-vous. Donc nous, notre approche à l'ADEME, c'est vraiment essayer de changer un peu de perspective et de faire émerger des acteurs innovants qui seront capables de faire la massification. C'est ce qu'on appelle les opérateurs ensembliers. Donc ça serait un acteur qui s'engagerait sur un coût, une performance énergétique, un délai, et puis qui suivrait de bout en bout les travaux de rénovation, de la conception jusqu'au suivi et qui apporterait le financement. Donc ça, grâce à un programme France 2030, on a monté quelques consortiums qui pourraient préfigurer ce que seront ces opérateurs ensembliers, et on pense qu'on a besoin de ce type d'acteurs si on veut massifier.
Merci. Marjolaine et Lionel sur la rénovation. Non, moi je crois qu'il y a... Enfin, j'entends tout ce qui est dit, j'entends ce que dit Monsieur le maire, mais je crois qu'il ne faut pas non plus tirer vers le bas et être trop pessimiste. Il y a aussi de belles choses qui sont. La preuve, ça l'a été dit par beaucoup d'acteurs. Et c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais on n'a pas de quoi avoir honte. On bouge beaucoup, je vais dans beaucoup de pays et je vois franchement des territoires qui avancent très bien. Je vois des territoires qui font la planification territoriale. Je vois des territoires qui bénéficient de toutes les aides à l'investissement. On a eu, même si le fonds vert, c'est un peu plus d'1 milliard, mais ce n'est pas que ça vient à la place d'aide de terre. Sur un dossier, c'est à la place de terre. Mais au niveau de l'enveloppe globale des aides aux collectivités, ça vient en plus. De l'aide de terre, du décide et de toutes les choses. On bat les records d'aide aux collectivités territoriales du budget de l'État. Ça diminue un peu cette année, mais on est quand même largement supérieur à ce qu'il y avait en 2017. Moi, dans les Landes, en 2017, l'État a investi 13 millions d'euros pour les collectivités territoriales. Nous sommes passés à 26 millions d'euros. Cette année, on va repasser à 20. On sera quand même nettement au-dessus. C'est certainement pas assez, mais ça nous fait de beaux projets. On refait de belles écoles, on refait de belles salles de sport, on refait des mairies, on refait des équipements, on refait plein de choses. Il faut voir aussi tout ce qui peut se faire. Après, il y a une capacité aussi aux élus locaux, aux collectivités, à pouvoir le faire. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi, malgré les difficultés, heureusement qu'il y a des difficultés, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas besoin de nous. Monsieur le maire, je suis désolé, mais enfin, voilà, on est là aussi pour affronter les difficultés et prendre des responsabilités et arbitrer et planifier pour pouvoir avancer en fonction de ce que j'ai dit dans le cadre politique. C'est avec un grand P des priorités que l'on peut se donner, en effet. Merci Marjolaine. Merci Lionel et Marjolaine, justement. Ça sera le mot de la fin. Ouais, sur la réno, moi, je ne peux pas te faire en une seconde. Il y aurait plusieurs curseurs à reprendre aujourd'hui sur le sujet, mais j'ai envie de dire le principal, ce que je rêve, moi, là, aujourd'hui, ce serait qu'on ne puisse pas faire des annonces comme on les a faites là à l'emporte-pièce ces dernières semaines, avec une logique de on balance un truc et puis on regardera bien comment ça va rebondir derrière. Ça ne devrait pas être possible parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'acteurs qui sont dans la concertation, qui sont impliqués, qui ont envie de travailler sur ces sujets et on ne devrait pas apprendre des trucs comme ça par voie de presse les conséquences et les ramifications sont trop importantes. Donc clairement, ça, pour moi, ce serait un des points, une meilleure gouvernance. Merci. Bon, on avait plein d'autres points à aborder, mais on va terminer là ce débat. On peut vous applaudir et puis on va prendre des questions. Y a-t-il des questions? On peut peut-être en prendre une ou deux, assez rapides. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un petit retour territorial. Je viens de Nantes, région Pays de la Loire. Et le premier retour auquel je pense, c'est un impensé aujourd'hui, mais quand on pense collectivité locale, il n'y a pas que les investissements, il y a aussi les dépenses sociales. Et le président du département de la Loire-Atlantique a invité Martin Hirsch la semaine dernière et il y a eu un débat sur les finances, sur le coût de la protection sociale, en sachant que ceux qui vont souffrir le plus du dérèglement climatique sont les personnes les plus fragiles. Et vraisemblablement, tout à l'heure, on a entendu que c'est pas avec le financement, je crois que c'est vous, madame, qui l'avez dit, c'est pas avec le système actuel de financement qu'on va pouvoir financer l'adaptation. Il faut aussi le penser sur les dépenses sociales. Vraisemblablement, on va devoir transformer complètement le modèle social assez rapidement pour pouvoir répondre aux attentes qui vont venir. Le deuxième regard, c'était l'Ordre des architectes a organisé dans toutes les régions de France un grand débat sur les questions d'adaptation. Et chez nous, c'était sur le trait de côte. On était au Sable d'Olonne, c'était logique. Et là, on a vu qu'il y avait une vraie question de culture, de choix à faire. Tout à l'heure, on parlait de digues. On peut se dire, on va mettre des digues partout. Et que nos territoires français, on va pouvoir monter des digues partout. Financièrement, je ne vous donnerai pas le chiffre, on a eu plein de millions depuis tout à l'heure, mais là, on n'est pas dans les millions, on est bien au-delà, et que vraisemblablement, c'est absolument impossible. Et moi, ce qui me fait peur en ce moment, c'est d'entendre beaucoup parler de robustesse. On a énormément parlé de résilience, puis ça emmerde tout le monde de dire résilience, ça fait un peu médical, tout ça, donc on est passé à la robustesse. Et bien, passer la résilience à la robustesse, c'est passer de territoires qui absorbent le choc, et donc, par exemple, pour le trait de côte, qui absorbe par moment la montée des eaux et qui la laisse repartir, à des territoires où on va faire de la robustesse, et là, on va couler du béton pour pouvoir lutter et y arriver. Et vraisemblablement, financièrement, ça ne passera pas. Merci.
c'est tout ce que nous avons voté dans Climat et Résilience en demandant à toutes les communes du littoral de définir leur propre stratégie locale. La stratégie locale, c'est ça, c'est identifier les secteurs qu'il faut protéger en fonction des enjeux de population, économique, de tourisme ou autre, ou agricole, et ceux sur lesquels il faut laisser faire la nature. Voilà, donc ça, c'est le travail qui est en cours. Moi, dans les Landes, ils ont commencé en 2008. Je présidais la commission environnement au département des Landes. On a déjà des plans plage, ça s'appelait, qui sont opérationnels sur l'ensemble des communes du littoral landais et sur lesquels on sait effectivement qu'il y a des endroits, je pense Signon-sur-Penon, la mairie a commencé déjà à identifier des zones et à vouloir préempter des immeubles et choses comme ça pour pouvoir les reculer parce qu'on est sur des programmes sur des décennies et des décennies et qui vont coûter effectivement très très cher pour tout le monde, les collectivités et l'État qui sera là. Mais on ne pourra pas tout protéger. Il faut accepter de laisser la nature avancer là où de toute façon il n'y a aucun enjeu derrière, en tout cas pas d'enjeu, je dirais, principal pour les sauver. Je vais prendre une dernière question, puis après on aura la pause. Enfin non, il n'y aura pas de pause, mais après on pourra partir à Rosa Bonheur, en parler et discuter tous ensemble. Alors deux micros, donc 2 questions. Allez, François. Allô ? Oui, pardon. François Pellegrin, architecte urbaniste, UNSFA. C'est plus une suggestion qu'une question. On ne sera jamais au rendez-vous neutralité carbone 2050 si on continue comme ça, je crois qu'on l'a bien compris. On sait qu'il faut conjuguer toutes les transitions à la fois. Donc il faut changer de braquet, il faut changer d'échelle. Nous proposons au sein du Club d'innovation de l'habitat une réflexion qu'on a appelée OPERAE, Opération de requalification architecturale, environnementale, urbaine, qui consiste à quitter l'échelle de l'îlot, de la parcelle, qui interdit d'être intelligent, pour embrasser celle de l'îlot. L'îlot, c'est parfaitement défini par 3 voies ou 4 voies. On a une unité fonctionnelle. On est sûr d'avoir du moins 15, moins 20% sur le prix du mètre carré rénové, ne serait-ce que par l'effet d'augmentation de l'assiette. Et on est sûr de pouvoir embarquer tous les sujets, biodiversité, l'eau, etc. Voilà. Il suffirait que les maires ou les candidats aux prochaines élections municipales acceptent d'être les chefs d'orchestre de ces opérae. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps, moi je voulais, on a déjà parlé un peu avec l'ADEME, lancer un AMI inversé pour détecter des maires qui seraient intéressés pour qu'on fasse des démonstrateurs pour démontrer que la pertinence d'une approche à échelle élargie est la bonne. Oui, bon, on va peut-être... J'ai envie de dire, il faudrait presque, parce qu'il y a tellement d'intelligence et de travaux géniaux qui sont à partager chez les uns et chez les autres, il faudrait presque que chacun puisse avoir l'occasion de dire un petit peu ses priorités. Je serai courte dans cet esprit. Céline Crestin de Paris La Défense, je serai en charge de la stratégie et de la soutenabilité. Peut-être pour rebondir sur l'intervention de M. Pelletier qui invitait à jouer collectif, indiquer la force de la coopération qu'on constate sur le territoire du quartier et un message d'espoir. Si on y arrive à La Défense, je pense qu'il y a moyen que ça embarque à plus large échelle parce que le quartier a été pensé à la fin des années 50 quand on ne se posait pas ces questions. Et je voulais juste réagir à la dernière question sur la robustesse. Je pense que la robustesse, on doit l'entendre à la manière de Olivier Hamon qui réfléchit comme le vivant, qui pense marge de manœuvre plutôt que efficacité. Et donc dans ces cas-là, c'est peut-être quand même bien de penser à la robustesse. Là où la résilience amène à revenir à l'état initial, on voit bien qu'il y a du changement nécessaire. Je voulais juste amener cette petite contribution. Le temps que le micro passe, le micro sur le côté de pour faire la robustesse, la résilience, tout ça, on a quand même besoin d'avoir la connaissance et les données. Je pense que la connaissance est au cœur des prises de décision. Peut-être le rappeler aussi, peut-être pas assez dit. 1, 2. Ouais. Bonjour, Nicolas Henry, chef de projet chez les Compagnons du Devoir. Alors moi, j'ai une vraie question pour le coup. C'est alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre expérience respective de mandat en tant que maire et sur les actions et les moyens que vous avez. Si je ne me trompe pas, il y a aussi le PLU sur lequel vous pouvez jouer. Alors ça m'intéresserait d'avoir votre témoignage là-dessus. Est-ce que vous avez joué sur ce PLU ? Si oui, comment ? Quelles sont les actions que vous avez mises en place ? Quelles sont les meilleures qui vous semblent les plus pertinentes ? Et la deuxième question que j'ai, c'est aussi le travail qui est l'agglomération. Aujourd'hui, on le sait, les communes intègrent des agglomérations qui peuvent être plus ou moins parfois faciles ou non. Est-ce que toute l'agglomération est aussi réceptive ? Quels sont les freins ou choses positives là-dessus ? Merci. Est-ce que je peux prendre 3 quarts d'heure ? Non. J'ai le moyen de couper.
Sur le PLU, c'est clair que c'est un outil qui va être en révision constante, parce qu'il va falloir l'adapter de plus en plus à la réalité. Et un seul exemple, c'est celui de l'économie du foncier à la parcelle. On va devoir réviser nos PLU parce que des terrains qui pouvaient être constructibles, qui sont aujourd'hui classés en constructibles et qui représentent de la biodiversité, il va falloir les protéger. Et puis au niveau de l'agglo, il y a plus un regard d'aménagement, c'est-à-dire global sur un territoire. Donc c'est un moyen de mener une réflexion sur l'ensemble des communes qui composent l'agglo. Merci. Je pense qu'il est temps de conclure. On peut vous applaudir. Merci à vous tous.